nous allons démarrer les travaux. On a un petit peu de retard et on a des délais quand même contraints. Donc, par rapport au traditionnel tour de table, dans la mesure où vous qui êtes invités, vous allez devoir vous exprimer, vous positionner. Donc, je vais juste rappeler les acteurs et les instances, les institutions qui sont là aujourd'hui. Donc, le président de la Chambre, Patrick Célin, vous le connaissez, il est en face de vous. Je vous présente rapidement M. Bardaï, donc la CNGT est là, avec des collaborateurs. Nous avons M. Dartron pour le conseil départemental, qui est présent. Pour ce qui est de la région, donc nous savons que le premier vice-président de la région va nous rejoindre. Et les collaborateurs de la région sont bien présents, le cabinet aussi. Nous avons Monsieur Le Toublon et Monsieur Ducrot qui représentent la préfecture. Au-delà, bien sûr, vous avez les élus de la Chambre. Est-ce qu'il y a une agglo ou une institution que j'aurais oubliée par hasard? D'accord. Donc, Monsieur Cellini va nous rejoindre. Nous avons laissé une place pour lui sur cette table. On est bon, donc je vous propose qu'on démarre puisqu'on a un petit peu... Le premier vice-président de la région est là. Bienvenue, Monsieur Jean-Marie Hubert. Voilà. Donc aujourd'hui, la Chambre assure une consultation territoriale. Et donc la parole est donnée à Monsieur Patrick Célin, président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Bien. Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Bienvenue donc mes chers amis, mes chers compatriotes guadeloupéens, vos grades de qualité. Bienvenue à la Chambre d'agriculture dans cet espace de travail. Donc vous êtes conviés aujourd'hui, pas comme disait justement comme le disait mon directeur, pas un cas de protocolaire, mais surtout de travail, d'échange. Donc je disais bienvenue à la Chambre d'agriculture de Guadeloupe et merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Nous sommes ici à l'espace régional de convenance et je précise que nous disposons de 4 sites néanmoins sur l'ensemble du territoire. Donc nous sommes représentés sur le territoire, sur ces 4 sites, dont Moule, Marie-Galante et Bastère, bien sûr, là où se situe le siège social de la Chambre d'agriculture. Trop souvent, mais vraiment trop souvent, trop longtemps, d'aucuns pensent et estiment que nous ne faisons rien. Et si vous passez nous voir, vous aurez la chance de constater, toutes nos installations et comprendre que cet endroit, bien sûr, est destiné au travail des uns et des autres pour le compte des agriculteurs et du monde agricole guadeloupéen. Car depuis la mise en place du pacte d'orientation, nous intervenons dans cette consultation territoriale à la demande du préfet de région qui s'est excusé et remplacé par monsieur Le Toublon, sous-directeur de la DAF de Guadeloupe. Je précise que la Chambre d'agriculture de Guadeloupe est la seule chambre consulaire à avoir été sollicitée pour ce faire dans ce cadre-là. Mais ça ne coule pas de source comme ça parce que votre représentant, depuis ces 13 années, n'a cessé de dire aux autorités que nous ayons la plume sur les projets, sur les sujets qui nous concernent. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de cette consultation sur la souveraineté alimentaire, nous avons donc cette tâche de consulter nos partenaires. Car depuis la mise en place du pacte loi d'orientation agricole, les chambres d'agriculture des Outre-mer ne disposent pas de la plume. Elles demeurent dans la main des services déconcentrés de l'État. Nous avons décrié cette situation faisant valoir à Madame la ministre
de l'Agriculture à Madame la ministre des Outre-mer il y a quelque temps, qu'il était absolument nécessaire pour l'avènement de la souveraineté alimentaire de nous ici, la souveraineté intellectuelle de cette affaire. S'agissant du pacte LOA, cité précédemment 2022-2023, alors que nous n'avions pas été formellement associés, nous observons qu'en matière de souveraineté alimentaire, les productions de canne, de bananes et de melons sont revenues à la hausse. Dans le même temps, ce qui révèle la diversification et qui est d'ailleurs nommé à tort progresse peu, vraiment, selon les perspectives, au fond peu probables. Alors même que, par définition, la diversification, ce que nous appelons improprement, est l'essence même de la souveraineté alimentaire. Je ne parle même pas du POSEI pour tous que j'ai réclamé depuis tantôt. À cette occasion, et depuis le lancement des conférences territoriales, portant souveraineté alimentaire, ainsi que celui du réveil alimentaire, initié par Annie Genevard, ministre d'Agriculture, nous avons souhaité impulser un changement. Nous avons, à l'instar des chambres d'agriculture de France et de Navarre, le droit et surtout le devoir de faire valoir nos réalités. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis ici, à la suite de demandes que nous formulons par mon intermédiaire de manière répétée depuis ces 13 années. J'ai parlé du POSEI, on y reviendra certainement plus tard. Il faut retenir que notre logique, notre volonté, nous remercions cependant Monsieur le Préfet de nous donner cette possibilité, car nous disposons de fait d'une certaine autonomie pour mener les débats, les discussions et les échanges. Eu égard aux délais et moyens mis à disposition, nous avons décidé de rendre programmatiques nos modalités opérationnelles. C'est la raison pour laquelle notre consultation sera élaborée essentiellement sur deux projets, deux concepts déjà existants. Le premier, l'usine centrale, qui traite de notre autonomie alimentaire en matière d'alimentation en carbohydrates et peut-être un jour en oléoprotéagineux. Autrement dit, les fruits et légumes et graines. L'autre, sur la recherche d'autosuffisance en protéines animales avec notre projet Ensemble, et voir Ensemble même à Marie-Galante. L'usine centrale, le constat, l'unité de transformation, dit l'usine centrale financée par des fonds publics et pourtant est aujourd'hui achevée en termes de travaux. L'opérateur en charge de la CEMOP qui va gérer l'outil aujourd'hui désigné et disposant d'un conseil d'administration est aujourd'hui installé. Ambition et enjeux. Il vous appartient, collectivité et EPCI, de nous présenter votre vision ainsi que vos ambitions en matière de restauration scolaire et de préciser si vous envisagez à court, moyen et long terme de faire appel à l'usine centrale pour l'approvisionnement des restaurations scolaires de vos territoires respectifs. La commande, n'est-ce pas, guide l'offre. Ce n'est qu'à ce titre que les agriculteurs de Guadeloupe prendront le risque d'engager des frais liés à la production sur la base des estimations que celle que demande une filière idoine peut être construite. Ensemble, le constat, fidèle à sa méthodologie, annoncée et assumée, la Chambre d'agriculture a choisi, plutôt que de traiter directement des problématiques de filière, élevage, pour des raisons précédemment évoquées, de s'orienter vers un projet que l'on peut qualifier d'intégrateur, constituant un levier tout aussi stratégique que l'usine centrale. À ce titre, en tant qu'institution investie d'une mission de service public et acteur opérationnel disposant aujourd'hui, à une échelle modeste, d'un atelier d'engraissement, vous l'avez certainement entendu sur la commune de Port-Louis, elle entend se placer à l'écoute des attentes exprimées par les acteurs et partenaires, compte tenu de leurs désirata, tout en formulant ses propres observations et doléances. En conclusion, mes chers amis, mes chers invités, mes chers partenaires, mes chers compatriotes, la Chambre d'agriculture compte ainsi
répondre à la demande du préfet, bien sûr, mais aussi à notre volonté, par la consultation d'acteurs avec le concours d'un bureau d'études. Par ailleurs, il revient également à la compagnie consulaire, s'appuyant sur son projet d'établissement, d'affirmer de consolider la réalité de son positionnement stratégique. Celui de positionnement stratégique, donc potomitant de l'agriculture guadeloupéenne, ne cessons de le répéter, en assumant pleinement un rôle centralisateur. Mesdames et messieurs, c'est sur ces bases que nous allons vous inviter. Je passerai donc la parole à mon directeur ce matin sur nos travaux. Vas-y. Je vous remercie. Merci, Président. Les invités vont être amenés à se positionner. Entre-temps, vous avez noté l'arrivée du président de l'Association des maires. Merci. Et donc, juste avant de vous donner la parole, nous allons vous faire vous donner quelques petites précisions et quelques petites informations. Donc là, nous avons Monsieur Thierry Tassius, docteur en sciences politiques, spécialiste des systèmes alimentaires, qui va juste très rapidement revenir sur quelques notions pour que nous puissions parler le même langage. Merci. Bonjour à tous. L'objectif donc de cette consultation territoriale est de faire progresser la souveraineté alimentaire. Deux volets sont précisés dans la loi concernant la souveraineté alimentaire. Le premier, c'est de maintenir et développer les capacités de la nation française nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation saine. Le deuxième volet est de soutenir les capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Historiquement, la souveraineté alimentaire a d'abord été définie par le mouvement paysan pour justement contrer le concept de sécurité alimentaire grâce auquel l'alimentation des populations était soumise aux grandes entreprises agroalimentaires. Elle prend en compte la souveraineté alimentaire paysanne, donc, elle prend en compte les différences culturelles pour insister sur le droit de produire et de manger des productions locales et traditionnelles. La définition proposée par le gouvernement ne mentionne pas ces différences culturelles, ce qui se comprend au regard de la culture politique française. Cependant, le gouvernement mentionne les spécificités dans les DROM dans la Guadeloupe. Les inégalités en termes d'alimentation saine par rapport à l'Hexagone, du fait notamment de la dépendance aux importations alimentaires. Et le gouvernement parle également de précarité alimentaire au sein de notre territoire. Ainsi, le gouvernement différencie le système alimentaire guadeloupéen du système alimentaire hexagonal. C'est pour cela qu'il a prévu des volets outre-mer spécifiques dans le programme national pour l'alimentation et dans le programme national nutrition santé. Au vu de ces remarques, donc, préliminaires, la souveraineté alimentaire du territoire de la Guadeloupe est différente de celle de la France hexagonale. Il s'agit donc de sécuriser l'alimentation en diminuant la dépendance du système alimentaire guadeloupéen aux importations d'aliments, d'intrants de synthèse, de semences, etc. Cela revient à développer l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que le système alimentaire guadeloupéen s'autorégule davantage de lui-même, c'est-à-dire que les acteurs que vous êtes, que nous sommes du système alimentaire guadeloupéen puissent davantage le réguler par eux-mêmes. Concernant donc plus spécifiquement le projet l'usine centrale, et en amont de ce projet, Madame Yannick Bock, ici présente, a précisé, a expliqué que les partenariats privés-privés avec les fournisseurs permettent de choisir, ou permettront de choisir le type d'aliment sans être soumis au code des marchés publics. Ceci en amont. En aval du projet l'usine centrale, ce sont les collectivités territoriales ici présentes, donc les communes pour les écoles, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées, qui décident du nombre de lots attribués à ce projet. La question donc que je vous soumets aujourd'hui sont donc de bonnes conditions pour faire du projet l'usine centrale un instrument d'autonomisation alimentaire pour une souverainisation alimentaire. Merci, je ne serai pas plus long.
Merci, Monsieur Tassius. Bien entendu, il y aura des moments d'échange, donc nos convives auront l'occasion peut-être de vous demander de préciser certaines notions. Nous allons demander à Monsieur Jean-Marie Derussy, maintenant, puisqu'on doit parler de l'usine centrale, de nous faire une présentation des inputs et des outputs de l'usine centrale. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, au moins pour que tout le monde comprenne un petit peu quel est l'objectif de cet atelier de transformation. Et ensuite, la parole sera donnée à nos convives pour que les institutions puissent présenter leur... on y reviendra, le président les sollicitera. Merci, Monsieur Derussy. Allô? Oui. Bonjour à tous. Donc, la tâche qui me revient, c'est simplement à la demande donc, de la Chambre d'agriculture, de vous présenter les produits qui vont être utilisés et surtout la manière de transformation que nous allons faire, étant entendu que nous travaillons bien entendu, l'usine va travailler surtout avec les demandes formulées par les transformateurs ultimes que sont les cuisines centrales. Donc, ces cuisines centrales vont demander premièrement des modes de découpe. Et donc, dans le cadre du concept même de l'usine centrale au niveau semi-industriel, puisque ce n'est pas une énorme usine, c'est une semi-industrielle, nous allons pouvoir présenter ces produits sous différentes formes. Et donc, d'abord, le nombre de produits. Quand nous avions pourvu au début jusqu'à 14 produits, en réalité, nous avons été obligés de revoir nos choses en fonction des effectifs et des possibilités existantes sur le territoire. Nous serons aux environs d'une douzaine de produits. D'accord? Je vais vous en donner quelques-unes. En ce qui concerne les produits amylacés, nous allons avoir l'igname, madère, manioc, patate douce, banane poyo et banane plantain. D'accord? Donc ça, c'est pour les autres. Pour les légumes, nous allons avoir donc des carottes, des concombres, des courgettes et du giromont. Et bien entendu, tomates en fonction, bien entendu, des cahiers et des tableaux de saisonnalité. Je vous parle aussi des carottes beaucoup plus d'une autre manière. Pourquoi? Parce que certains de nos produits vont être utilisés de deux manières. Soit en crouille, c'est-à-dire en passe, c'est-à-dire ce qu'on appelle produits prêts à servir, soit pour cuire, c'est-à-dire en pack. À ce moment-là, ce sont des produits prêts à cuire. À ce moment-là, la forme de découpe sera différente. Si on va travailler, donc, par exemple, pour une carotte, on travaillera en julienne quand ça sera à cuire. Donc, ça veut dire que les quantités seront obligatoirement différentes, puisque nous sommes astreints à respecter des normes, et les cuisines centrales respectent des normes, notamment quantitatives, en ce qui concerne les apports pour les enfants, donc les élèves à venir. Donc, partant de cela, nous avons fait un travail avec la CANGT, et Mme Bokila et d'autres collaborateurs, avec les cuisines centrales pour savoir quels étaient leurs desiderata. Une fois que nous avons donné ce listing, comment faire? Il fallait savoir comment eux-mêmes pensaient transformer. Alors nous avons regardé, par exemple, nous prenons l'igname, on leur a demandé comment va être transformé cet igname. Pour qu'il soit transformé, il soit en morceaux, soit en rondelles, soit en mirepoix, soit en brunoise. Alors il faut savoir bien que ce sont des termes qui sont utilisés en découpe. La brunoise, ce sont de tout petits dés. Le mirepoix, ce sont des dés qui sont un tout petit peu plus gros. Et le macédoine, ce qu'on appelle la découpe macédoine, c'est une découpe aussi, mais tout cela en fonction des demandes des cuisines centrales. Parce que notre objectif premier, c'est de leur donner un produit qui est prêt à cuire et prêt à servir, mais surtout, avec deux objectifs. Le premier, du fait que c'est nous qui allons, l'usine va donc éplucher et tout ça, donc on va lutter contre le gaspillage. D'accord? C'est-à-dire que, faut pas oublier que la norme générale nous dit pratiquement entre 30 et 32% de perte au niveau des pluches dans ce qui concerne les cuisines centrales. Donc là, nous allons leur donner des produits, et l'usine va pouvoir leur donner ces produits-là, n'est-ce pas, selon leurs demandes à eux. Et donc, c'est eux, en fait, les cuisines centrales, qui décideront du fonctionnement et des outils qui seront mis en branle pour pouvoir leur fournir un produit, si vous voulez, qui soit prêt à cuire, je me répète, ou soit prêt à servir. Mais l'objectif est, avant tout, et tout le monde le sait ici, c'est que le gaspillage alimentaire est extrêmement important dans les cuisines centrales. Surtout quand on est obligé d'éplucher de l'igname à la main. Je pense que, bon, mais tout le monde l'a déjà plus ou moins fait ici, et que c'est pas si évident que ça. Alors que nous avons des machines-outils qui nous permettent, notamment pour le fouille à pain par exemple, de faire un système où nous pourrons, et c'est nous qui allons décider avec un système de réglage, l'épaisseur de la peau que nous allons enlever, qui pourrait être aux environs de 1 à 2 mm, alors que quand on le fait à la main, ça va pratiquement chercher auprès du centimètre. Donc si vous voulez, tout cela avec un objectif premier, réduire le gaspillage
être le plus efficace possible et surtout permettre aux cuisines de mettre à disposition des produits locaux. Et donc à ce moment-là, cela est clair, c'est qu'il va falloir que non seulement la cuisine, la restauration collective le fasse, mais que aussi les restaurants gastronomiques autour, n'est-ce pas, et la restauration collective en général, pas seulement scolaire, je parle bien au-delà, c'est-à-dire les hôpitaux et les autres structures publiques, pourront aussi à ce moment-là permettre une évolution normale et à évoluer vers, si vous voulez, cette espèce d'autonomie alimentaire que nous voulons. Je vous remercie. Merci, monsieur Jean-Marie Desrussy. Juste une petite précision, les cantines pourront bénéficier des produits sous quelle forme de coupe? En lamelles, en... C'est ce que je vous ai dit, soit en mirepoix, soit en morceaux, soit en rondelles, soit en tubes, n'est-ce pas, ou soit en brunoise, ou alors carrément ce qu'on appelle en macédoine, c'est-à-dire en très petits cubes. Voilà. Et si on, par exemple, si on prend un exemple, je prends l'exemple d'une carotte, on pourra nous la demander en julienne parce que l'objectif sera la cuisson, mais on va nous la demander râpée parce que l'objectif sera une entrée. D'accord? Et à ce moment-là, ça sera sur une base de 40 grammes par enfant, puisque nous savons que ce sont des normes qui nous sont données directement par le groupement d'études de marché de la restauration collective au niveau national. Et nous avons surtout une fréquence alimentaire qui est aussi donnée par une directive qui date de juin 2001. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Desrussy. C'était très précis, très clair. Nous allons donner la parole au premier vice-président de la région qui va s'exprimer tout de suite. Petit changement d'organisation. Merci. Bonjour, président. Les présidents, les officiers. Il y a un président là, il y a un autre président là. Mesdames, messieurs. Alors, c'est vrai que la souveraineté alimentaire est un élément important au regard de la situation de la Guadeloupe, puisque aujourd'hui, nous avons un recul démographique, nous avons une pauvreté persistante, nous avons un chômage préoccupant, mais nous avons aussi des risques naturels et climatiques qui sont importants. Tout cela, nous le précisons, nous l'avons déjà connu, puisque du temps de la colonisation, nous avions ce qu'on appelait l'agriculture de résistance. Cette agriculture était destinée essentiellement à nourrir nos populations, mais force est malgré tout de constater que la balance commerciale de la Guadeloupe était excédentaire. Nous avons eu la réforme foncière où le président de la Chambre d'agriculture gère les GFA, les groupements fonciers agricoles. Dans le cadre de la réforme foncière, 40% des lots sont destinés à la diversification. Et lorsque je parle de diversification, je parle de l'élevage, je parle des cultures maraîchères et vivrières. Aujourd'hui, nous avions eu 9600 installés. Nous sommes aux alentours de 7000. Mais il faut aussi reconnaître que l'agriculture, nous étions à 12 000 agriculteurs il y a 30 ans de ça. Aujourd'hui, nous sommes à 7 000. L'artisanat, c'est le même problème. La pêche, c'est le même problème. Nous produisions au niveau de la pêche 10 000 tonnes de poissons. Aujourd'hui, nous sommes à 3 000. Ce qui signifie que nous connaissons un recul au niveau de la souveraineté tout azimut. Et ça fait le jus de l'import-distribution, puisque les produits de dégagement entrent de plus en plus. Et notre agriculture est de plus en plus frappée. Alors, j'ai écouté Jean-Marie avec attention. Mais
Que réclament les agriculteurs? C'est pas la façon de traiter. C'est qui t'envoie payer pour nous. Dans quel délai, de manière à ce que la sauce ne coûte pas plus cher que la viande. C'est ça la préoccupation des agriculteurs. Et s'il y a 40% de foncier dans les IFA réservés à la diversification, cette diversification est liée à des circuits courts, mais il y a aussi le paiement. Pourquoi un agriculteur ne livre plus aux cantines? Parce que les délais de paiement sont trop longs. Et aujourd'hui, nous savons que le développement économique, c'est la région, mais c'est aussi les communautés d'agglo. Ce ne sont pas les communes, président. Ce sont les communautés d'agglo. Et c'est inscrit d'ailleurs dans le marbre, puisque vous avez des compétences obligatoires et le développement économique est de la compétence de la région, mais aussi des communautés d'agglo et de communes. Ce qui signifie que nous devons impérativement rassurer les agriculteurs. Et les rassurer, c'est avoir un délai de paiement qui correspond à la loi, puisque la loi a dit 30 jours. Mais si nous disons ça, il faut nous respecter. Il faut nous respecter pour agriculteurs là comprendre. À notre niveau, nous disons que la souveraineté alimentaire, on peut dire alimentaire, puisqu'on parle de l'île centrale, ni le slogan, ni c'est devenu une exigence pour la Guadeloupe. Et cette exigence, nous devons nous mettre d'accord tous, collectivités, publics, privés, agriculteurs, puisque les agriculteurs sont organisés, ils sont organisés en organisation, le producteur, organisation professionnelle, agriculteurs, collectivités, acteurs du terrain, mais aussi l'import-distribution, puisqu'ils font partie des organisations de producteurs, de manière à ce que l'agriculture guadeloupéenne retrouve ses lettres de noblesse. Pour retrouver les lettres de noblesse, il est impératif que chacun y mette du sien, que nous faisons peuple ensemble. Et faire peuple ensemble, c'est envisager l'avenir sereinement, mais dans la bonne direction. Merci. Très bien. Alors, on avait un peu modifié le déroulé par rapport au fait que Jean-Marie m'avait dit, le vice-président, avec qui devait partir vous midi, mais en fait, il rentre effectivement dans le débat, et c'est l'occasion, donc, avant l'intervention de M. Bad, de voir si, à ce moment, justement, les collectivités peuvent s'exprimer sur, je crois que Jean-Marie a été direct sur les problématiques, les points. Alors, quelle serait aujourd'hui la vision de, justement, des collectivités? C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Donc, si vous voulez bien prendre la parole, les collectivités, vous avez la parole. La parole au président de la communauté Nord-Grande-Terre, puisque l'usine centrale, c'est bien sur le territoire du Nord-Grande-Terre. Donc, M. Bardaï, président de la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre. Merci à tout le monde, président, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs les membres de la profession agricole, chers collaborateurs. Eh ben, Monsieur le Président, c'est une réunion qui concerne la souveraineté alimentaire.
un thème important aujourd'hui pour la profession, mais aussi pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Donc, j'ai su que au niveau de l'État également, on demande une réflexion à ce niveau-là, et j'ai reçu quelques notifications de M. Étienne Choix, qui doit coordonner ces affaires-là. Tout arrive d'un coup, donc ça doit être un sujet important. Cependant, je dois vous dire qu'au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, nous y avons pensé, réfléchi, et mener à bien beaucoup de discussions autour de ce thème de souveraineté alimentaire que nous ne découvrons pas aujourd'hui, quant à nous. Puisque même au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau, c'est une réflexion qui a été menée de manière profonde. Tant et si bien que nous sommes en relation avec une commune qui s'appelle Montsarton en France et qui travaille dans ce sens-là. Donc, je reviens à la communauté d'agglo avec mes collaborateurs qui sont ici. Nous y avons travaillé sérieusement puisqu'il y a l'usine centrale qui semble intéresser tout le monde et nous y croyons sérieusement. Dans cette opportunité qu'offre cette usine centrale, cet outil qui va contribuer, nous en sommes sûrs, à l'élévation de la production et de la profession agricole en Guadeloupe, nous en avons besoin. Combattre l'importation, amener nos enfants à découvrir le goût véritable des produits locaux, c'est important. Et puis accompagner la profession, puisque pendant trop longtemps, en Guadeloupe, on a opposé les diverses activités de développement agricole, touristique, etc. Avant, on vous disait, il ne faut pas développer le tourisme parce que ça va contribuer à l'affaiblissement de l'agriculture, etc. Et en fait, ce sont des activités complémentaires dans un petit pays comme la Guadeloupe. Nous avons besoin de toutes les activités, tourisme, agriculture, pêche notamment, nous importons beaucoup de poissons, viande aussi, et je félicite Monsieur le Président, la décision que vous avez prise concernant la production bovine locale. Contribuer à encourager et à développer l'élevage avec nos bovins créoles en quelque sorte. Ils sont résistants par rapport aux maladies que nous connaissons, etc. Donc, c'est vous dire que l'usine centrale pour nous, qui sera opérationnelle bientôt, puisque nous avons sur le plan administratif et sur le plan juridique mis en place une CEMOP, une société d'économie mixte à opération unique. Et nous avons même déjà attribué, je crois, tout cela à un opérateur. Donc c'est imminent. Donc nous souhaitons l'accompagnement de l'État, évidemment, de la profession notamment, des agriculteurs, lesquels Mme Bock va en parler sûrement, que nous avons rencontrés à plusieurs reprises dans le Nord-Grande-Terre afin de les sensibiliser sur l'importance de cette opération qui va naître dans le Nord-Grande-Terre, qui existe déjà puisque on a tenu plusieurs réunions en disant l'intérêt que nous avons à faire en sorte que l'agriculture prenne un nouvel envol concernant cette usine centrale afin de produire, de fournir et de permettre aux usines centrales justement de fonctionner. Nous en avons deux usines opérationnelles en Grande-Terre, c'est celle de Petit Canal et celle de Morne-à-l'Eau, qui Morne-à-l'Eau a une capacité de production, je dirais, normale pour ne pas dire que c'est enfin. Voilà. Nous avons besoin de ces produits-là. Nous avons besoin de combattre l'importation, il le faut. Nous avons besoin de limiter aussi qu'est-ce que j'emploie comme terme, nos administrés à aller toujours chercher ailleurs. Oui, j'emploierai ce terme-là. Et puis, rappeler, je suis pas expert en la matière,
que nos produits sont de même importance et peut-être de meilleure qualité que les produits importés très souvent. Ça, il faut pouvoir se le dire. Donc, nous sommes un petit pays, mais aujourd'hui, nous vivons un moment d'incertitude. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, nous sommes le monde. La Guadeloupe est le monde. C'est un petit pays, mais nous sommes le monde. Nous sommes la Caraïbe. Nous sommes l'Europe en même temps. Nous sommes ce que nous sommes. Hein. Nous sommes reliés à tout ce qui se passe autour du monde. Et nous sommes menacés comme tous les autres pays, hein, puisque nous sommes en Amérique. On a tendance à l'oublier. Nous sommes des Américains. Donc, ceci dit, je crois que le moment est venu pour que nous puissions travailler dans une concertation resserrée, de pouvoir nous mettre ensemble pour défendre ce qui nous reste encore à défendre. Et je note, et je le dis, que nous avons une population en pleine diminution. Ça aussi, ça doit être un sujet de réflexion, un sujet d'analyse pour que notre pays puisse exister et pour que les Guadeloupéens puissent survivre aussi, même s'il y a à côté de nous beaucoup d'ébullitions, beaucoup de choses qui se passent. Donc le moment de la réflexion est venu, mais aussi le moment de l'unité, je crois, de l'unité entre les Guadeloupéens. Si nous voulons réussir, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons faire reconnaître notre pays, si nous voulons exister, je crois que le moment de l'unité est arrivé. Je vous remercie. Merci, Président. Je crois qu'entre-temps, le président de l'association des maires est arrivé. Je ne vais pas saluer son arrivée, je profite. Et donc, je te laisse manager. Ben non, mais c'est très bien. Donc, il a été annoncé. Donc, le président de l'association des maires va prendre la parole. L'idée aussi de la journée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir être assez clair sur les intentions des établissements, les intentions des institutions, quant à quand, peut-être, comment ces structures vont solliciter l'usine centrale pour acheter la production. Parce qu'il faut de la production, c'est vrai, mais il faut aussi de la commande. Merci, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Et bonjour, bien sûr, à toutes les personnes ici présentes. Je ne ferai pas discours sur la nécessité, effectivement, d'aller vers une souveraineté alimentaire. Ce serait, comme on dit, un pléonasme, puisque, bon, tout le monde, on connaît les risques et la nécessité d'y aller. On est tous convaincus. Maintenant, je dirais la nécessité de réussir et de ne pas échouer. C'est là, pour moi aujourd'hui, qui est important. Parce que là, si nous échouons là, ça sera un énième sujet où nous aurons échoué. Je dis les choses, que nous avons déjà suffisamment échoué. Il faut commencer à réussir maintenant. Et si on veut réussir, il faut qu'on s'organise pour cela. Et c'est pour ça que je veux parler. J'ai beaucoup aimé la présentation de M. Derussi. Je te salue, mon ami. Puisque là, on est dans du concret. Et être concret, ça veut dire qu'il faut se dire les choses vraies. Vous avez posé là vos capacités, vos limites. C'est ça qu'il faut entendre. Parce que c'est ce qu'on sait faire. Ça veut dire, à contrario, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas faire. Ce qui veut dire que pour nous, qui sommes en aval, nous qui allons être les consommateurs, vos clients, il faudrait que nos demandes puissent être calibrées par rapport à ce que vous êtes en capacité de faire. Et la difficulté pour que nous puissions réussir, et qui est fondamentale, c'est que le client soit satisfait. Et pour que le client soit satisfait, je me positionne en client, pour que le client soit satisfait, il faut que vous soyez en capacité de satisfaire le client. Ce qui veut dire qu'il faudrait que vous soyez en capacité, de fournir des produits qui sont calibrés, comme vous l'avez dit, comme le client le souhaite, à un prix où le client voudra l'acheter. Il faut parler réel, hein. On n'est pas là pour se raconter d'histoire. À un prix où le client voudra l'acheter et pourra l'acheter, et avec des fournisseurs régulièrement, constamment, en capacité de répondre à la demande. Parce que si ma cuisine centrale, pendant 2 fois, se trouve en difficulté pour ne pas pouvoir alimenter sa chaîne, la 3e fois,
elle ira chercher un autre fournisseur. Ça, c'est le pays réel. Et ça, c'est la réalité des choses. Ça, c'est pas de l'idéologie. L'idéologie, moi, je suis convaincu. Depuis à 17 ans, en cas coupé con, avec indépendantisme, pas de bon problème, c'est ça. Maintenant, le pays réel, c'est autre chose. Et la réalité, c'est autre chose. Et ça, il faut qu'on soit en capacité de le faire et de répondre à ça. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser tout cela. Le dire, c'est quelque chose. L'organiser, c'est autre chose. Donc, et j'ai entendu effectivement le collègue Jean-Marie Hubert dire, c'est la compétence effectivement des communautés d'agglo. Il a raison. L'organisation stratégique, il a raison. La mise en place de la stratégie territoriale par rapport à ça, c'est de la compétence des communautés d'agglo. Maintenant, les maires que nous sommes pas absents. Déjà, nous ne sommes pas absents parce que les communautés d'agglo, c'est nous. Parce que c'est nous qui siégeons en communauté d'agglo, premièrement. Mais nous ne sommes pas absents en tant qu'acteurs non plus. Parce que les agriculteurs sont chez nous. Les agriculteurs, qui c'est qu'ils vont voir en premier? C'est pas le président de la communauté d'agglo, c'est d'abord le maire qui vont voir quand ils ont un problème chez eux, etc. Donc, ça veut dire que nous pouvons, avec les présidents de communauté d'agglo, et nous-mêmes maires, organiser des filières chez nous. Et ça, c'est important. Et organiser des filières, c'est entendre ce que M. Desrussi vient de dire. On peut faire patate, on peut faire igname, parce que si nous courons des tout le temps, on est mort. Si on commence par se dire, écoutez, on y va crescendo, on commence par une filière. On commence par la patate douce par exemple. On sait que c'est 3 mois. La patate douce, 3 à 4 mois. On sait que la patate douce, ça se consomme bien dans les cantines, parce que ça, j'ai oublié de le dire. Au bâtiment à manger, ça y a qu'à manger. Parce que si on lui donne des choses et en retour, on a des enfants qui reviennent et qui disent à leur maman, j'ai pas mangé à la cantine aujourd'hui, c'était pas bon parce que j'aime pas ce qu'ils donnent là, etc. Au bout de 3-4 fois aussi, on aura des problèmes. On sait que la patate douce, ça passe bien. Ça passe bien, les enfants en général, ils aiment la patate douce. On sait que, c'est un exemple que je donne, hein, mais c'est pour vous montrer. On sait que la patate douce peut être consommée de plusieurs manières. On sait que ça peut être rentable pour l'agriculteur, vu les rotations qu'il peut avoir en termes de patate douce et la rapidité de production, par exemple. Donc, voilà, il faut qu'on soit concret sur tout ça. Et ça veut dire qu'il faut qu'on se rende compte, non pas dans des schémas comme aujourd'hui, mais peut-être par communauté d'agglo, avec nos agriculteurs, et qu'on organise tout ça. Et qu'on mette ça en place, et qu'il y ait vraiment une organisation scellée avec ça. Combien de personnes qui vont cultiver de la patate douce, par exemple, qui vont fournir quel tonnage de patates douces pour quelle période et qui on va pouvoir, combien de cantines qu'on va pouvoir alimenter avec ça. Et là, on est dans du sérieux, on est dans du concret, on sait là où on va. Donc moi, c'est ça que je vous propose là aujourd'hui, qu'on puisse décliner tout ça au niveau des communautés d'agglo et qu'on décline tout ça avec les agriculteurs et avec les maires à ce niveau-là. Et qu'on parte avec un vrai plan de bataille où on sait là où on va en termes de production, premièrement, et nous sommes rassurés en tant que maire parce que je sais que derrière, eh bien, on aura à la fois des prix, je dirais pas moins chers, parce qu'on sait qu'il y a un effort, je pourrais dire patriotique à faire à ce niveau-là, mais il faudrait pas que l'effort soit démesuré non plus. Donc l'effort, on le fera, mais il faudrait pas qu'il soit démesuré non plus. Il faut apprendre à bâtir aussi les marchés publics, hein, parce qu'il va falloir les bâtir correctement aussi pour que ça puisse passer. Bon, mais ça, c'est un travail de technicien, etc., mais il faut le faire. Mais tout ça, donc il y a des choses à faire à ce niveau-là, et ça, c'est du concret, et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais dire, je ne veux pas être plus long, mais je pense qu'il faut qu'on décline ça au niveau de communauté d'agglo, et qu'on le décline aussi au niveau des agriculteurs. Voilà, merci beaucoup. Sapoti pour cette intervention. Nous allons donner la parole à Cap Excellence et ensuite au conseil départemental. Bonjour à tous et m'excuser de mon retard. La question, elle est importante. Il s'agit de la souveraineté alimentaire. J'aimerais quand même faire, puisque cela a été évoqué, ce sont les EPCI d'une certaine manière. M. Bardaï l'a dit, monsieur le maire du Lamentin vient de le redire également. S'agissant de la souveraineté alimentaire, je crois que nous avons, sur Cap Excellence, en tout cas, entamé un très gros chantier. Et cette question-là, effectivement, elle est importante, elle est fondamentale, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui, dans ce pays Guadeloupe, dans un débat entre autonomie alimentaire et souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire qui est relative aux choix qui sont faits, comment produire,
quels produits justement, et aussi la consommation, donc les choix qui sont faits de société en matière d'alimentation. Je crois qu'on a évoqué peut-être avant mon arrivée également un certain nombre d'éléments, mais vient de le dire le maire du Lamentin, qu'il y a un élément qui est fondamental. Je crois si nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire, on commence nécessairement aussi à emboîter le pas à cette question, mais il y a un instrument, avant de parler de l'agroparc, que nous avons dans les EPCI, c'est le projet alimentaire territorial. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, chaque EPCI, je le crois bien, fait un diagnostic de son territoire. Et c'est la question qui est importante également. Ce diagnostic nous permet de savoir quelles sont les forces et faiblesses du territoire. Nécessairement, si on veut agir sur la souveraineté alimentaire et à la question qu'est-ce qu'il faut produire, on doit savoir sur notre territoire quelle production est la plus importante, nécessairement aussi dans une réflexion sur la division du travail à l'échelle de la Guadeloupe. Cap Excellence a proposé depuis un certain temps, puisque nous avons eu l'occasion de rencontrer l'État, le Césaire également, puisque nous avons des pattes, pourquoi ne pas nous retrouver au travers de ces pattes et savoir quel est l'avantage que nous avons sur notre territoire en matière de production agricole. Ça, c'est un élément, me semble-t-il, qui nous permet de partir de quelque chose. Où voulons-nous aller? Sur quel type de production allons-nous nous arrêter? C'est là aussi où nous avons mis en place un instrument performant innovant. Et je crois que Madame Pommier Gérald est là, elle pourra vous en dire un petit peu plus, qui est la directrice des grands projets à Cap Excellence, l'AgroParc, qui est un projet performant innovant, respectueux bien sûr des enjeux de développement durable sur notre territoire. Nous ne sommes pas en concurrence avec les usines centrales, puisque nous aussi c'est de l'agro-transformation, et notamment sur un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux. Nous allons permettre à des porteurs de projets d'agro-transformer, puisque la souveraineté alimentaire, ce n'est pas simplement produire, c'est aussi transformer et être capable avec ces produits-là de créer de la valeur. Donc c'est en cela que l'agroparc aussi est une réponse, parce que nécessairement, lorsqu'il y a une production agricole, il y a des pertes. Et donc s'il y a de l'agro-transformation, peut-être qu'il y aura moins de pertes, il y aura des contrats avec les agriculteurs. Il y a nécessairement aussi la possibilité d'envisager les filières agricoles différemment. Il faut que nous entamions, nous avons rencontré bien sûr la Chambre d'agriculture avec le président Célène, nous avons eu à débattre, à discuter, à échanger, mais je crois qu'il faut franchir un palier, et il l'a dit aussi le maire du Lamentin, nous ne devons pas échouer. Donc, sur ces actions-là, et sur le pacte de Cap Excellence par exemple, dont le nom c'est production, transformation et consommation locale, c'est aussi la définition même de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est vrai que nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années des actions significatives, manger local au niveau des tout petits, distribuer aussi des plans aux administrés du territoire de Cap Excellence pour les pousser, les initier, parce que nous devons aussi changer la mentalité de nos concitoyens et les faire aller beaucoup plus, suivant le principe du locavorisme, vers la production locale, nous tourner vers cette production locale. Heureusement, nous avons connu la crise Covid qui nous a obligés d'une certaine manière à revenir à la terre, tout à chacun un petit lopin de terre derrière ou devant chez soi. Donc, le travail est entamé, mais il faut aussi que d'une certaine manière, je crois que le PAT c'est un instrument qui peut être intéressant pour nous retrouver, comme il vient de le dire, autour de ces questions, de cette question sur la souveraineté alimentaire. Que pouvons-nous produire? Que souhaitons-nous produire? Quelles orientations allons-nous prendre? En quelle quantité? Puisque on sait très bien que l'autonomie alimentaire, c'est consommation locale est égale à production locale. L'autonomie alimentaire sera extrêmement difficile, la question c'est la quantité. Là où la souveraineté alimentaire, ce sont les choix qui seront faits. Donc, nous avons entamé ce travail avec l'AgroParc Caraïbes Excellence, que nous avons inauguré d'une certaine manière, en tout cas pour les professionnels qui seront accueillis. Et donc, nous aurons aussi, au-delà de l'unité d'agro-transformation, un centre de distribution où là, les produits avec une labellisation des produits qui seront créés sur l'AgroParc Caraïbes Excellence, une labellisation des produits, une distribution également pour permettre aux agro-transformateurs, aux agriculteurs et celles et ceux qui souhaitent véritablement emboîter le pas à ce projet, qui n'en est plus au stade de projet, puisque nous avons entamé véritablement l'édification de cet instrument. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cellini. La parole va être donnée à Monsieur Dartron, représentant le conseil départemental. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, maires et autres, Mesdames et Messieurs,
Le président Losba regrette beaucoup de ne pas être là parce qu'il accorde une grande importance, une grande place à cette réunion. Déjà, Monsieur le Président, on vous remercie pour cette invitation. Je pense que dans cette salle, nous sommes tous convaincus et nous sommes les premières personnes capables d'agir par rapport à nos fonctions, par rapport à nos missions, voire nos compétences. Le conseil départemental est un acteur essentiel dans l'espace agricole. Je rappelle que nous sommes le premier propriétaire foncier agricole de la Guadeloupe. Plus de 4500 hectares, avec près de 500 agriculteurs sur notre foncier. Et puis, bien entendu, il y a l'irrigation. Pour que ce foncier puisse répondre à nos attentes, il y a une irrigation qui fonctionne, mais comment le rendre encore plus performant en fonction de ce que nous partageons là aujourd'hui. 3 leviers fondamentalement concernent le département pour cette souveraineté alimentaire. Tout d'abord, dans le cadre de cette mandature, il y a une audit généralisée en cours sur le foncier agricole de la collectivité. L'objectif, bien entendu, est de permettre de recenser les terres en friche agricoles et comment les mettre à disposition de jeunes agriculteurs, voire d'autres agriculteurs, pour que ces espaces agricoles, ces terrains, ce foncier agricole soient le plus performant possible et puissent accompagner cette volonté de souveraineté alimentaire. L'irrigation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura aussi un audit sur le fonctionnement de l'irrigation, comment le rendre encore plus performant. D'ores et déjà, suite à cet audit, le département a réorganisé le pôle qui gère le foncier, avec le recrutement d'une jeune directrice guadeloupéenne, avec une nouvelle équipe, avec une augmentation du nombre de personnes sur cet espace départemental. Donc, notre volonté est là pour que le département prenne toute sa place dans cette belle ambition. Plus précisément, l'usine centrale. Très tôt, le département a affiché sa volonté de voir cette usine voir le jour, mais fonctionner, avec un investissement de départ de 250 000 €. La volonté départementale a été ferme là. Et bien entendu, en tant qu'actionnaire de la SEMPAT, c'est patrimonial, le département a appuyé fortement pour que la SEM patrimoniale puisse assurer la gestion de cette usine centrale et notamment dans le cadre d'une CEMOP. Deuxième point qu'on ne peut pas négliger, c'est que le département est responsable du fonctionnement de 42 collèges. Ces 42 collèges, ce sont des collégiens. Comment mettre en place une stratégie d'intelligence collective, je dirais, pour que, entre les usines centrales et chaque collégien guadeloupéen, qu'il y ait un lien, qu'il y ait une relation. Quelle est la meilleure stratégie? Comment sortir actuellement des conventions de ces collèges avec des fournisseurs ou ceux qui portent l'aliment pour vraiment qu'entre cette usine centrale et le collégien, il y ait ce lien à travers, bien entendu, la restauration scolaire. C'est entre 14 000 et 16 000 repas servis par jour.
Et bien entendu, vous comprenez bien que sur une année, nous sommes autour de 2 à 3 millions de repas. Donc, nous souhaitons prendre toute notre part à cela, concrètement, en partant du foncier, en arrivant à chaque collégien, dans le cadre de nos compétences. Il faudrait qu'on soit concret, qu'on soit structuré, et que, ensemble, avec tous les partenaires, que ce soit la Chambre de la Culture, la région, les EPCI, les agriculteurs, nous trouvons l'espace qu'il faut pour aboutir. Dans le contexte actuel, on a vu notre Guadeloupe s'enfoncer de plus en plus dans la dépendance. Il faut dire les choses, ça a été dit bien avant moi. De plus en plus, l'actualité nous montre comment la Guadeloupe dépend de tout ce qui vient de l'extérieur. Le président de l'association des maires a bien ciblé les choses en disant que ce sera un énième combat. Mais sommes-nous tous convaincus et habités par cette volonté d'exprimer le savoir guadeloupéen, le savoir-faire guadeloupéen? Et le moment est venu, pas de dire simplement c'est un énième combat, mais de dire vraiment, est-ce que nous sommes prêts à ce que le Guadeloupéen d'aujourd'hui et nous les acteurs ici présents, nous sommes prêts à travailler ensemble, collectivement, intelligemment, pour permettre à cette Guadeloupe de s'exprimer, permettre que cette souveraineté alimentaire ne soit pas simplement un verbe. L'usine centrale est d'une haute importance pour nous, pour le président Losbar. Nous serons là pour améliorer les échanges entre les acteurs agricoles, donner toute sa place à tout ce qui est local, mieux répartir les compétences si c'est nécessaire, s'il faut revoir les compétences, qu'on les revoie ensemble. Mais en tout cas, nous sommes prêts à travailler pour que cette souveraineté alimentaire, le département est mobilisé autour de ce projet de l'usine centrale, mais surtout que cette souveraineté alimentaire ne soit pas simplement un énième combat, mais simplement l'orientation que doit prendre la Guadeloupe pour ses enfants. Merci. Merci, cher ami Bertrand, représentant du président du département. Alors, donc, dans des propos, pas au débat, mais c'est bien ce qu'on cherche, c'est que le pays est tellement petit que chacun va pas, dans son petit coin, faire son développement. Et c'est l'objet, justement, de cette réunion, que nous puissions ensemble voir comment avancer et en respectant, justement, la notion de la subsidiarité, pour que chacun puisse avoir sa place. Et c'est ça aussi l'importance. Que le maçon soit un bon maçon, que le pêcheur soit un bon pêcheur, que l'agriculteur soit un bon agriculteur. Et pour ça, il faut que nous combinons avec eux sans les court-circuiter. Il faut à chaque niveau de l'organisation, la plus proche de la décision, que tout le monde soit associé. C'est bien ça la démarche aujourd'hui, pour que nous puissions échanger. Nous ne sommes pas venus prendre une réalité ou une imagination. Non, je crois que Céline l'a dit, sur les PAT, est-ce qu'on peut se poser la question, on peut avoir dans chaque commune et dans chaque communauté d'agglomération un PAT. Est-ce que la Guadeloupe peut pas avoir un seul PAT? Donc voilà, c'est des pistes, et je vous remercie pour cette idée-là en tout cas, que nous avons bien sûr à la Chambre d'agriculture. Et pour ça, donc, avant de présenter les autres dossiers, je passe la parole aux autres. Merci, Président. Donc, nous allons continuer. C'est vrai que nous sommes agiles, donc il y a des petites modifications, mais on gère. Et donc là, nous allons donner la parole au président de l'interprofession fruits et légumes, Monsieur Nanette, qui peut intervenir s'il le souhaite, bien entendu. Ensuite, nous aurons deux collègues qui vont faire deux interventions. Donc, Monsieur Bad, qui va nous parler un peu du dispositif Egalim, merci. Et Monsieur Rubris, qui pourra nous faire un petit point très court sur la question foncière.
Oui, merci. Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nadet Victor, Président de l'Iguaflore. L'Iguaflore, c'est une interposition fruits et légumes, c'est-à-dire que nous regroupons des membres de la production, des membres des fournisseurs d'entrants, de la transformation et de la distribution. L'objet, en gros, c'est de faciliter la communication entre ces membres de la différents membres de la filière pour favoriser le développement de la production et de la consommation de la production locale en particulier. Donc, autant vous dire que la question de la souveraineté alimentaire, c'est une préoccupation de tous les jours. Et concernant ce que nous faisons actuellement sur cette question, nous avons plusieurs temps de travaux. Nous avons des chantiers qui sont en cours sur certaines productions que nous mettons des programmes de développement tels que les agrumes, la Val-Plantin et les ignames. Et au-delà de ça, nous sommes en train de construire un plan de développement de la filière à l'objectif des 10 prochaines années à venir. Donc, c'est un travail qui a commencé depuis en début d'année et qui risque de finir à la fin d'année. Mais entre-temps, nous pensons répondre aussi à la commande du préfet sur la souveraineté alimentaire. Donc, nous produirons une réflexion pour le mois de juin. Concernant les listes centrales. Les listes centrales, c'est un projet que nous soutenons depuis toujours. Monsieur D aussi, oui, Monsieur Thompson aussi peut dire depuis 2014, nous suivons avec attentif, plus qu'attentif, parce que nous avons participé avec eux à des réunions pour mobiliser les producteurs sur les communes de Anse-Bertrand, Petit Canal, Port-Louis, Moulmont, Nalo, pour s'intéresser à la production. Tout aussi bien que nous avons eu dans les organismes producteurs des producteurs qui ont adhéré uniquement avec l'intention de fournir les listes centrales. Donc, il y a des producteurs qui sont là, qui sont en train d'attendre. Donc, c'est sûr que la fourniture de listes centrales, chaque organisme producteur sera libre de répondre. Je ne sais pas comment se fera l'appel d'offres, comment ça va s'établir, mais nous pensons qu'ils seront fait de telle manière qu'ils puissent en capacité de répondre, puisque nous savons que c'est pas les quantités en elles-mêmes, si je ne me trompe pas, ça tourne autour de 600-700 tonnes par année. Donc normalement, si tout le monde s'organise bien, on devrait pouvoir répondre. Si chacun donne un petit peu de soi, c'est pas compliqué à répondre. Donc nous pensons que les organismes producteurs sont en capacité de répondre, comme je dis, et nous attendons le moment et que les pas de temps soient bien définis, puisque, comme j'ai vu c'est hier, vous avez lancé une demande de 700 kg de 3 produits différents pour le mois prochain. Donc, ça, des commandes comme ça, c'est des commandes particulières. Donc, les organismes vont pouvoir répondre avec leur soutien, puisque c'est pas parce que les produits que vous avez demandé, ça veut dire que c'est des produits qui sont censés déjà en production, puisque c'est pas maintenant qu'on va les planter. Donc, et ceux qui sont en production actuellement, c'est que ils ont déprogrammé pour une commercialisation. Donc, chaque organisme producteur vont faire l'effort pour pouvoir honorer, puisque je pense que c'est pour faire des essais de ce genre-là. Donc, pour dire que l'Iguaflore encourage les organismes producteurs à rester aux côtés de listes centrales, comme on l'a fait toujours fait jusqu'à maintenant, puisque toutes les réunions que les centrales a sollicitées et les organismes producteurs, ils ont toujours répondu présent. Donc, Président, tout ça pour dire que les listes centrales, ça reste et ça restera notre affaire. Et je vais terminer par ces mots-là et vous dire que déjà je tiens à m'excuser, puisque comme j'avais mal lu la convocation, j'avais vu 15 heures, donc j'ai fait le faute de venir ce matin, mais je ne peux pas rester jusqu'à la fin. Merci.
Merci, Monsieur le Président de l'interprofession fruits et légumes. Donc, nous allons passer à la suite. On a deux collègues qui vont vous faire deux petites présentations très rapides et puis après lancer un débat plus général. Alors, j'anticipe parce que il faut anticiper. Je précise juste que le président de la Chambre ainsi que les élus et le personnel vous reçoivent aujourd'hui pour manger. Et on va manger que local. Donc, c'est pour vous dire de ne pas prévoir votre repas. On va vous donner quelque chose à manger. Voilà. Monsieur Bad, c'est bon? Monsieur Bad, chef de service, Paul Lemarie-Galante. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation sur EGalim et la souveraineté alimentaire. Donc, EGalim est né de... Donc d'abord, qu'est-ce que la loi EGalim? Donc, au programme, ensuite, les obligations des collectivités vis-à-vis de cette loi. Où est-ce qu'on en est en France et en Guadeloupe? Quelles sont les difficultés que l'on rencontre en Guadeloupe? Les évolutions et éventuellement les perspectives. Donc d'abord, pourquoi la loi EGalim? La loi EGalim est, en premier lieu, elle est née de... Ok, la loi EGalim, donc, dite loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire pour une alimentation saine et durable et accessible à tous, est une loi du 30 octobre 2018 qui impose aux restaurants collectifs d'intégrer des produits de qualité durable dans l'alimentation. Les objectifs clairs, c'est d'améliorer la qualité des menus, mais également d'orienter la commande publique et de faire en sorte que la commande publique soit un levier pour orienter l'offre agricole, orienter les productions. Avec des finalités, les finalités c'est d'améliorer le revenu des agriculteurs, donc il faut se rappeler qu'en France il y a eu beaucoup de difficultés, notamment par rapport au coût de production. Souvent les agriculteurs vendaient leur production à perte. De renforcer la qualité des produits parce que c'est une demande sociétale forte, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on mange? Les Français sont très soucieux de leur alimentation. Et mais également d'utiliser cette loi pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Diapo suivante. Passe à la diapo suivante. Donc cette loi a déjà connu 3 évolutions. Donc 2018 c'était EGalim 1. Donc avec une idée, c'était de construire un prix. Le prix de vente ne doit pas être inférieur au coût de production, avec des obligations quantitatives en termes de production durable. Donc c'était 50% de produits durables en cantine, dont 20% de produits bio. Il faut rappeler que les produits durables, ce sont des produits qui sont sous signe de qualité. Donc ce sont des produits certifiés, qu'ils soient agriculture bio, qu'ils soient HVE, haute valeur environnementale, quelle que soit la certification, mais il doit être certifié. La deuxième évolution, c'est EGalim 2, donc avec une obligation forte, c'est que ça met en évidence des obligations de contractualisation entre les producteurs et les acheteurs, dont les acheteurs publics. Et la troisième évolution, c'est une ouverture, donc jusque-là on était sur la restauration publique, En 2023, EGalim 3 passe également, s'ouvre à la restauration collective privée. Donc ça veut dire que les privés sont également soumis à la même obligation de résultat, avec encore une autre obligation en 2023, c'est 60% de protéines.
qui doivent être de qualité et de proximité. Donc, les objectifs centraux, c'est que les agriculteurs soient mieux rémunérés et que l'alimentation, notamment celle servie en restauration collective, soit de meilleure qualité. Monsieur Bad, il faut accélérer un petit peu. Oui. Il faut même accélérer beaucoup. Ah ben, ça c'est pas moi, c'est la technique. On y va. Allons à l'essentiel. Quelle est la difficulté en Guadeloupe? Eh ben, vas-y, stop, vas-y. Ici. Donc, alors, pour aller à l'essentiel, où est-ce qu'on en est en Guadeloupe? Lorsqu'on fait un comparatif entre le national et la Guadeloupe, en Guadeloupe, au national, appliquer la loi Egalim, on est à 25%, 25-35%. Donc ça, c'est d'après la source Mercantile 2024. Au local, en Guadeloupe, on sera à moins de 20%. Sur les produits biologiques, en France, on est à 10-15%, donc ça progresse puisque le secteur est structuré. Précédent. Et sur le bio, on serait à moins de 10%. Au niveau des filières agricoles, donc au niveau national, elles sont organisées. En Guadeloupe, les producteurs sont isolés, fragmentés, puisqu'on a peu de producteurs qui font partie des organisations de producteurs. Et également au niveau des marchés publics. Donc, au niveau national, c'est organisé. Au niveau local, la capacité est très faible. Passe à la diapositive. On va passer à la conclusion, monsieur Bad. À la conclusion. Juste avant. Donc aujourd'hui, au-delà d'être une contrainte, Egalim c'est une chance. C'est une chance pour la Guadeloupe parce que c'est un outil qui permet d'orienter la production agricole sur un marché captif qui est celui de la restauration collective. Donc là où le marché privé, il n'y a aucune prise, on peut dire aujourd'hui que les politiques publiques territoriales ont l'avantage de pouvoir contribuer à maintenir et orienter le développement agricole. Et c'est de travailler autrement. C'est travailler de façon contractualisée pour donner de la visibilité à la fois à la production et à la fois aux collectivités. Donc c'est une nouvelle forme d'organisation du travail en utilisant le levier de la commande publique. Voilà, c'est juste la conclusion. Merci beaucoup, monsieur Bad. Désolé d'avoir été contraignant. On va demander à monsieur Rubris, parce que la question foncière a été évoquée, de nous dire très vite, de nous donner quelques observations sur la question foncière. Il a une vraie fausse vérité dont il doit nous parler. Bonjour à tous. Rubris, sous-directeur en charge du pôle Agen. Donc la première demande a été de faire vite et de vous parler de ce que nous considérons comme souvent une fausse bonne idée quand on parle de développement agricole et en particulier de l'installation des jeunes agriculteurs. Donc le constat que nous faisons, et certains d'entre vous ce matin ont appelé à ce qu'on soit très concret, donc c'est de vous amener à avoir un regard différent sur le foncier agricole. Il ne peut pas y avoir de production agricole sans foncier agricole et ni d'installation sans foncier agricole. Donc, lorsqu'on regarde donc la situation actuelle, page suivante, on a un foncier agricole d'environ 30 000 hectares, hein, si on s'appuie sur les derniers chiffres du Memento 2024. On considère que 46% de cette surface est occupée par l'exportation canne-banane. Mais si on regarde en face, on a aussi 37% qui est occupé par les surfaces toujours en herbe. Donc on a donc la possibilité de relever un défi qui est celui de l'optimisation du foncier agricole, mais pas son extension puisqu'on est sur une île et on sait que cette surface agricole, elle n'est pas extensible.
Donc, la proposition elle est la suivante. Voilà. Donc, de changer la façon même d'aborder la question foncière et de l'installation des jeunes agriculteurs, de penser également à la consolidation des exploitations existantes autour de trois idées forces. D'abord, renforcer les rotations stratégiques. On a une seule carrière très importante en canne à sucre. On sait que pour des raisons agronomiques, il est important de faire des rotations et de replanter. Ça peut être l'opportunité d'introduire dans les rotations de la canne, donc des cultures d'ivrières ou des cultures liées à la production locale. Deuxième idée, c'est l'intensification durable des surfaces toujours en herbe, parce que lorsqu'on regarde le paysage, on a l'impression que ces surfaces-là sont sous-utilisées, mais elles sont aussi une ressource importante pour développer des protéines animales, notamment en développant l'élevage. Et la Chambre d'agriculture a commencé à s'investir sur l'élevage bovin créole, ça a été souligné ce matin. Donc c'est aussi la possibilité de développer une gestion durable des effluents d'élevage et donc de réduire potentiellement la consommation et la dépendance aux intrants extérieurs. Et dernière idée, c'est de la gouvernance renforcée, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des instances pour identifier les surfaces qui sont aujourd'hui sous-utilisées, mais surtout un contrôle strict du cahier des charges et se préparer peut-être à modifier la façon même d'aborder le foncier agricole, notamment sur le parc privé, puisque les terrains sous-exploités devraient être mis à disposition des jeunes agriculteurs. Donc voilà les trois idées que nous vous suggérons pour véritablement changer la façon, le regard que nous avons sur le foncier agricole rapidement en 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Rubris. L'objectif est atteint. Donc maintenant, je vais laisser le président avancer sur le sujet et peut-être libérer la parole. Exactement, directeur. Donc maintenant nous avons écouté un petit peu les officiels, je dirais. On va entrer dans le débat à partir de tout ce qu'on a vu et ce qu'on sait déjà. Maintenant, il s'agit de dire par ces collectivités, par ces invités, qu'est-ce que chacun pourra apporter, quelle est véritablement la stratégie des uns et des autres par rapport à ce travail que nous avons, cette sollicitation que nous avons fait depuis une semaine déjà. Voilà, donc vous avez la parole est libre. Hein. Donc ceux qui veulent intervenir, les organisations professionnelles, les villes, les EPCI, la parole est libre, vous avez la parole. Merci. Monsieur Le Toublon, représentant le préfet. Et également la DAF. François oui, essentiellement. Voilà, je voulais déjà faire en préliminaire remercier le président Célin et ses équipes d'avoir organisé cette journée de consultation territoriale qui a été faite dans la demande du préfet pour contribuer au plan de souveraineté alimentaire. Sachez qu'on doit remonter une mouture validée à l'été, au début de l'été. Il y a des groupes de travail qui se réunissent régulièrement. Il y en a encore un au mois de juin et il y aura un COPIL régional co-présidé préfet région, président de région en fin de mois de juin. Donc quasiment tout le monde autour de la table est invité à cette instance puisque ça sera un peu la validation d'un cycle de réflexion. Pour ce qui concerne les deux sujets que vous avez choisi de mettre en avant aujourd'hui, les usines centrales et le projet que vous portez à bras-le-corps ensemble, ça nous semble très important puisque dans le plan de souveraineté alimentaire, il faut avant tout faire sortir des projets structurants. Ces deux dossiers sont des projets structurants qui sont mis en avant dans ce document qui sera transmis. Et je vais parler essentiellement aujourd'hui ce matin de l'usine centrale, puisque le directeur va prendre le relais cet après-midi pour parler ensemble. C'est Olivier de Genman qui sera là cet après-midi. Sur l'usine centrale, c'est un sujet qu'on suit de près. D'ailleurs, c'est à la fois, c'est plus un projet, c'est une usine qui est sortie de terre. Et il est hors de question aujourd'hui de la voir rester inoccupée et sans activité. Il n'est pas envisageable non plus de construire des unités de transformation de telle taille ailleurs sur le territoire. Il faut absolument que cette usine
rayonne déjà sur le plan au niveau communautaire, puisque c'est une initiative de la CNGT. Mais après, je pense qu'elle pourra tout à fait déborder de ses limites territoriales pour arroser toute la Guadeloupe, puisque vu la taille de l'unité, elle a des moyens de se développer. Alors, je vais faire un peu une image qui vous est chère ici. Je vais faire l'image d'une course cycliste, puisque actuellement il y a le Grand Prix du Conseil départemental. Je dirais qu'aujourd'hui, au niveau usine centrale, les cyclistes ils ont parcouru la plaine, c'est-à-dire pas la période la plus compliquée. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ils vont attaquer les mornes ou le col des Mamelles, parce que aujourd'hui, je dirais, le plus facile est fait. Construire une usine, le financement, il était assuré, fonds public, près de 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il faut la faire tourner. Et la faire tourner, il faut qu'il y ait des agriculteurs derrière qui soient prêts à fournir. Et j'ai bien retenu dans le discours de M. Bad il y a quelques instants, il a parlé d'un mot contractualisation. C'est un sujet qui nous est cher, puisque effectivement c'est une obligation pour certaines filières de contractualiser avec les grandes moyennes surfaces. Mais je pense qu'il faut reprendre cette idée pour cette filière fruits et légumes. On ne pourra rassurer les agriculteurs qui s'y sont sûrs de vendre un volume, un prix assuré. Et là, il y aura une programmation à faire. Et sans ça, moi, je pense que les agriculteurs reprendront les bonnes habitudes, c'est-à-dire verront l'usine que quand ils ont des surproductions, ce qui n'est pas tenable pour une unité de transformation, et ils iront vendre de leur circuit habituel, parce que des fois, ça peut être plus rémunérateur d'aller vendre bord de route ou dans des marchés de plein vent. Donc, absolument, la contractualisation à un prix défini, pas forcément la même chose qu'ils vendraient devant leur porte, mais au moins une assurance découlée. Donc, pour cela, il y aura une programmation à faire avec le gérant de l'usine pour de quoi il a besoin et ensuite réunir les exploitants individuels ou les organisations de producteurs qui existent sur le territoire pour mettre en musique tout cela. Ça fait partie des préoccupations qu'on a depuis le début et que j'avais déjà prononcées dans les réunions à laquelle j'avais été invité à Rougeole quand je suis arrivé en 2022. Une usine, c'est pas facile à construire, mais c'est encore plus difficile à faire tourner. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Le Toublon, représentant du préfet et de la direction de l'agriculture et de la forêt. Nous allons donner la parole à Monsieur Patrick François Julien, qui est directeur général des services de la CNGT. Merci, Francis. Alors, moi, c'est juste pour dire que, en fait, il serait bien que on puisse dire où nous en sommes au niveau de l'usine centrale, très précisément, aujourd'hui. Mais moi, je le ferai pas. Peut-être que Madame Bourg ou Monsieur Grave le fera. Mais c'est que l'usine centrale, dès le début, c'est pas seulement le projet du Nord-Grande-Terre, c'est un projet guadeloupéen. Tout le monde a soutenu l'usine centrale. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on puisse associer souveraineté alimentaire et l'usine centrale, parce que c'est dès le début, c'est un projet guadeloupéen. Toutes les institutions qui sont ici ont soutenu l'usine centrale. Et puis, c'est pas... Monsieur Hubert disait que souveraineté alimentaire, c'est d'abord une question de souveraineté. Donc ça veut dire que c'est une question de volonté, c'est une question politique. C'est pas une question du comment faire. Comment faire pour que ça marche? Mais on sait le faire. On n'a pas de souci là-dessus. Le président de l'IGUAFOR disait que les agriculteurs peuvent fournir, les tonnages sont pas extraordinaires. Donc il n'y a pas de souci sur l'approvisionnement. On l'a dit, c'est une relation de privé à privé, puisque c'est un privé qui va gérer l'usine. Mais la question, c'est celle que M. Sapoti soulevait, c'est celle de la commande. C'est-à-dire, c'est ce qui vient en aval. Comment on organise, comment faire tourner l'usine? Avec quoi? S'il n'y a pas de clients, ben voilà, l'usine, elle ne pourra pas tourner. Alors, on sait qu'il y a des contraintes, parce que là, c'est des marchés publics. Alors, vous voyez, le comment, c'est pas difficile. Je vais pas développer, mais on sait qu'il y a une contrainte. C'est celle de la commande publique. Il n'est pas possible d'avoir, de mentionner les origines géographiques. On peut pas dire qu'on va donner une priorité aux produits locaux. Mais il y a d'autres solutions.
sur les cahiers des charges, il y a beaucoup de solutions. Sur les délais, sur la fraîcheur, sur les circuits courts. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui feront que, comme a dit Monsieur Darotron, que le collégien pourra être directement lié à l'usine centrale ou le lycéen directement à l'usine centrale. Et puis, toutes les communes font un travail depuis très longtemps sur justement l'association des écoliers aux produits locaux. Toutes les communes le font. Donc, le comment, c'est pas la question. Et c'est vraiment la volonté de faire en sorte que les maires, les collèges, les lycées, enfin toute la restauration scolaire puissent vouloir travailler avec l'usine. Et puis, c'est pas forcément une question de prix. Alors là, je vais pas être d'accord avec le président de l'association des maires. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est une politique publique, vous, les élus, que vous voulez absolument promouvoir, vous ne devez pas vous poser la question des prix, ou très peu. C'est-à-dire que, déjà, les prix, plus il y a de la quantité, plus les prix sont bas. Donc, il faut qu'il y ait de la quantité. Mais si vous décidez que, même si c'est un petit peu plus cher, mais on y va quand même, parce que c'est une question de qualité, ben on y va quand même. C'est tout. C'est une politique publique. Si la Guadeloupe fait le choix de cette politique publique-là, ben, ok, on peut regarder les prix, mais pas tant que ça. Parce que on peut mettre des moyens pour faire en sorte que les enfants de la Guadeloupe mangent des produits de la Guadeloupe et mangent correctement. C'est tout. Moi, Julien, malheureusement, le président de l'association des maires avait déjà demandé la parole. On reviendra vers M. Graff tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. D'autant plus que, bon, M. François Julien m'a un peu interpellé. Je suis quand même comptable des deniers publics. Et là, on ne sera pas d'accord. Oui, le prix est important. Il faut qu'on parle réaliste. Vous savez, dans un pays avec des incantations et des volontés politiques, ça ne suffit pas. Je vais le dire très simplement, on a eu trop d'incantations dans notre pays. Trop d'idéologie et pour de dire que la volonté politique suffit. Ça ne suffit pas. Soyons un petit peu aujourd'hui réalistes. Il faut avoir des prix, c'est pas moins cher, je suis d'accord avec toi, pas moins cher. Mais des prix qui permettent quand même à un maire qui est comptable, responsable financièrement de son budget, de pouvoir dire que j'ai fait vivre mon pays, j'ai fait vivre mes agriculteurs, ça m'a coûté tant en plus, ben je peux le justifier parce que, mais si c'est exorbitant, il ne pourra pas le faire. Donc la question du prix, oui. Et je dirais à M. François Julien, la question du comment est importante aussi. Le comment, on l'a déjà dit aujourd'hui, je suis assez content. J'ai entendu des choses qui me rassurent dans le comment déjà aujourd'hui. Et c'est pour te dire, c'est pas un problème le comment. Là, je suis d'accord avec toi. Le comment, c'est pas un problème parce que là, j'ai déjà entendu des solutions, mais il faut qu'on les organise quand même. Si on ne les organise pas à travers la contractualisation, ça va pas marcher. Vous savez, les GMS savent le faire. Ils savent le faire. Ils le font tellement bien qu'ils tiennent prisonniers les agriculteurs. Ce n'est pas vrai? Ils savent le faire. Ils savent le faire, les GMS. L'usine centrale ne marchera que si les agriculteurs, je dis les choses, sont obligés de livrer l'usine centrale au lieu d'aller livrer ailleurs. Parce qu'il y aura la règle du marché qui va s'imposer. Un agriculteur n'est pas un philanthrope. À un certain moment, il va falloir faire un choix sur le marché entre livrer l'usine centrale et vendre 2 fois, 3 fois à meilleur prix. Mais il ne le fera pas si c'est que l'usine centrale est un client permanent, que le jour où le marché lui fera défaillant, l'usine centrale sera encore là. S'il sait qu'il a une convention, un contrat avec l'usine centrale, où il va penser que peut-être en période difficile, là il trouvera pas le marché, il va trouver l'usine centrale, là il va vendre pour l'usine centrale. Et moi qui suis acheteur derrière, qui suis client derrière,
Si je peux afficher à la fois une politique chez moi pour mes parents, mes rationnaires, pour leur dire, votre enfant mange ce qui est local, on va pas dire forcément bio, c'est pas ça, mais une consommation, on a une traçabilité, on sait ce qu'on mange. Ça nous coûte un petit peu plus cher, mais c'est supportable. Et que c'est bon en plus, parce que c'est bien cuisiné, ça a du goût, etc. On va gagner. Et j'entends des choses intéressantes là, mais il faut qu'on soit conscient de ça. La seule incantation politique ne nous fera pas gagner. On a fait trop d'incantations politiques pour dire que le sentiment guadeloupéen suffit. Ce n'est pas vrai. Le sentiment guadeloupéen n'a rempli la poche de personne jusqu'à maintenant. Il faut à côté du sentiment guadeloupéen qu'il y ait du concret et du réel. Si on a du concret et du réel plus le patriotisme guadeloupéen, là on va arriver loin. Et c'est ça qu'il nous faut. Donc il faut mettre tout ça ensemble. Mais il y a de belles choses qui se disent là aujourd'hui. Hein. Et ça me conforte pour dire qu'on est dans le vrai. On commence à entrer dans le vrai. Et parce que j'ai entendu parler de contractualisation, j'ai entendu parler effectivement de capacité de répondre des agriculteurs sur le tonnage. Ça c'est réel. Mais il faut contractualiser. C'est important, il faut contractualiser. Donc je veux juste te dire quelque chose. Les maires peuvent être importants dans le circuit pour l'installation des nouveaux agriculteurs, des jeunes agriculteurs. C'est un autre débat. Je vous le dis très sincèrement. Aujourd'hui, on installe à peu près 10 jeunes agriculteurs, président, c'est ça? Grosso modo, il en faudrait installer 100. Si on veut tenir, il en faudrait installer 100 si on veut tenir l'usine centrale présente encore en Guadeloupe dans 20 ans. Je connais le problème, président. Non, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de faire fonctionner l'usine centrale avec ce qu'on a. Mais si, comme ça a été bien présenté là, on a cette tendance qui continue à installer 10 jeunes agriculteurs par an, dans 20 ans, l'usine centrale est fermée. Il faut nous réalistes aussi ça. Ça veut dire que les maires aujourd'hui, le conseil départemental aussi, en travaillant avec les maires et les EPCI, et avec la FD, avec la Banque des territoires, il y a des dispositifs innovants. Je ne suis pas là aujourd'hui pour rallonger le débat là-dessus. Il y a des dispositifs innovants pour pouvoir aider à l'installation avec l'installation de jeunes agriculteurs. Mais il faut que les maires soient dans le circuit. Moi, dans ma commune, j'ai fait l'expérience, j'ai installé 3. En mettant en contact, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un ne sonne pas la compétence, c'est déjà quelque chose. En mettant en contact les agriculteurs qui ne veulent pas partir et les jeunes qui veulent s'installer. Le maire a, je pourrais dire, un contact avec ces gens qui peut faciliter les choses sans avoir la compétence et le pouvoir en la matière, mais être un facilitateur. Et être un facilitateur qui peut mettre les gens en contact et faciliter des dispositifs qui sont peut-être des dispositifs innovants. Parce que tu as raison, président. On n'a pas suffisamment qui veulent partir. Mais ne pas vouloir partir ne veut pas vouloir dire ne pas contractualiser avec quelqu'un d'autre ou ne pas s'arranger avec quelqu'un d'autre, ne pas s'organiser avec quelqu'un d'autre. Ce qu'on veut, c'est pas forcément qu'ils partent. Ce qu'on veut, c'est que d'autres s'installent et travaillent. Donc, on peut très bien trouver des choses comme ça. Donc, je dis ça parce que je sais que c'est un sujet important et qui va impacter pour l'avenir. Et il y a quelque chose d'important, et ça, je veux brusquer personne. Mais les jeunes agriculteurs qui arrivent, eux, aujourd'hui, ce sont des jeunes agriculteurs qui arrivent avec des idées innovantes, avec vraiment la volonté, pour les avoir rencontrés, comme beaucoup, de faire des choses nouvelles, innovantes, et d'être vraiment dans la production et pas que des consommateurs de subventions. Voilà. Merci, monsieur Sapoti. Nous allons donner la parole à monsieur Grave. Juste avant, je vais quand même préciser quelque chose sur la question de l'installation. Lorsqu'on parle de 10 à 20 installations, on parle d'installations aidées, selon un process où le bénéficiaire il touche ce qu'on appelle la DJA. Maintenant, s'il s'agit de création d'entreprises, il y en a beaucoup plus sur le territoire. Et je le dis aussi, l'installation, c'est un métier. En tant que chambre, nous, on voit des installations où
La Chambre n'est pas consultée, ne permet pas à l'agriculteur d'avoir une assise dans la durée, dans le temps, et on voit que dans certains cas, ça ne dure pas bien longtemps. Monsieur Grave. Oui, merci Monsieur Thompson. Je voulais toujours continuer à dire à quel point on en est sur l'usine centrale, et notamment pour apporter des compléments ou des réponses aussi au président de l'association des maires. Quand on a monté ce projet-là, de façon à savoir comment rédiger la délégation de service public, donc le contrat, on va passer avec l'actionnaire privé, on a entendu justement les agriculteurs d'abord. Ça fait des années qu'on échangeait avec les agriculteurs, des questions qui avaient été posées. Et donc, lorsqu'on a monté en fait cette délégation et donc les contrats qui vont avec, on a tenu compte de tous ces éléments-là, notamment les contrats d'approvisionnement OP et hors OP. Parce qu'il faut savoir qu'il y a également la question du POSEI, qui est quand même quelque chose de très important dans l'équilibre économique d'un outil industriel, mais également de chez l'agriculteur. Sauf que pour certains, n'étant pas dans des OP, il y a la problématique du POSEI. Comment l'intégrer? Ça, c'est un combat. Là, le vrai combat. Le combat de savoir comment faire, on sait. La question des délais de paiement, par exemple, a été complètement intégrée aussi. Dans le contrat, on a mis en place le délai de paiement maximum de 21 jours, alors que également on peut aller jusqu'à 30 jours. Mais l'opérateur privé, c'est maxi 31 jours. Tout ça pour vous dire, alors je ne vais pas faire la genèse de tout ce qu'on a mis dedans, mais simplement pour dire que quand on a travaillé avec eux, on a travaillé sur tous leurs questionnements afin d'imposer un certain nombre de choses dans le contrat tracé avec le délégataire. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je vais revenir sur le prix. Il est quand même important de s'y intéresser. Vous savez, je ne connais aucune grande transition productive qui a été moins chère au départ que ce qui existait avant. Le photovoltaïque, c'était très cher au début. Dès lors qu'on a commencé à travailler d'une façon importante dedans, à développer, ça a diminué. La transition biologique, pareil. Cher au début, on a développé, ça a diminué. L'automobile, pareil. Au début, c'était cher, on a développé, ça a diminué. Ça veut dire que, au départ, il ne faut pas s'attendre forcément à avoir un prix inférieur à ce qui existe. C'est pas possible parce que nous avons des contraintes. Nous sommes en Europe ici, avec des coûts de production qui sont plus importants que ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, on ne pourra jamais concurrencer si, comme disait le directeur général tout à l'heure, on n'érige pas ça comme une politique publique et on en assume au début un certain nombre de coûts et qu'on se donne une transition de 3, 4, 5, 6 ans grâce à l'augmentation de la production à faire des économies d'échelle. Mais si la question du prix n'est que le premier sujet dans cette affaire-là, ça ne pourra pas aller parce que nos agriculteurs eux-mêmes ne pourront pas suivre. Il faut continuer à les accompagner, à structurer, à développer la production et à diminuer les coûts. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut qu'on estime que c'est une politique publique de l'alimentation, qu'on assume les surcoûts au départ et qu'on travaille au contraire sur l'accompagnement, POSEI, peut-être la caisse d'allocation familiale, augmenter la part dans les écoles de façon à soutenir le prix. Et puis peut-être nous aussi, institutions, se dire que au départ, pendant 3, 4, 5, 6 ans, le temps de la montée en charge, également, on est là pour mettre la main en pot parce qu'il s'agit d'une politique publique de l'alimentation et également pour moi une politique de santé publique. C'est là ce que j'avais à dire. Merci, Monsieur Grave. La parole reste libre. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Jean-Marie de Russie, si on peut lui faire passer le micro. S'agissant des OP, j'aimerais quand même donner une petite précision, le temps que le micro arrive. Les OP ont un rôle structurant très très important, mais s'agissant des fruits et des légumes, les OP atteignent difficilement 20% de la production. Donc on ne pourra pas asseoir la souveraineté alimentaire uniquement avec les OP, même si pour certains contrats, elles seront en mesure de répondre. Monsieur Jean-Marie Desrussi. Oui, merci. Moi, ce que je voudrais insister, là, je prends ma casquette de nutritionniste pour parler, premièrement, avant de voir le technicien de cuisine centrale, je crois qu'on oublie un domaine. Le domaine, c'est le consommateur. Et je pense qu'il faut qu'on en parle. Il faut savoir qu'en matière de cuisine, les éléments sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que plus on produit, moins ça coûte. Donc, ça veut dire que l'élément primordial, qu'on ne parle pas beaucoup de lui, là, je pense que c'est le consommateur. Et ce consommateur, c'est avec un grand C
que je dis. Pourquoi? Parce que je mets les familles dedans. Je ne parle pas seulement de la restauration collective, ce n'est pas elle seulement qu'il faut développer l'agriculture de la Guadeloupe. C'est la consommation totale de produits locaux par toute la population guadeloupéenne. C'est ça qui nous intéresse. Et je pense qu'il faut bien sortir du fait que l'usine centrale va résoudre tous les problèmes de cette agriculture-là. Non. Le problème qu'il y a, il faut insister. Le triptyque qui a été conçu à l'origine, à la genèse du produit, c'est le producteur, le transformateur, le consommateur. Voilà ce triptyque-là que nous devons absolument activer. Et on ne peut pas activer un volet sans penser aux autres. On ne pourra pas penser seulement produire sans penser aux consommateurs. Et qui dit consommer, dit transformer. Et quels sont les transformateurs ultimes? Ce sont les cuisiniers. D'accord? Donc ça veut dire quoi? On doit jouer certes sur la transformation. Donc la CNGT a fait un effort colossal en la matière, puisqu'il y a même un recueil de recettes qui a été sorti. Il y a une recherche qui a été faite sur la transformation par le GRIG, c'est le groupement de recherche et d'innovation culinaire, pour pouvoir augmenter cette consommation, tant au niveau, certes, de la restauration collective, puisque nous savons déjà qu'au niveau des collèges, et on en parlera tout à l'heure, mais pas seulement, mais des lycées aussi, puisque je pense que la restauration collective va au-delà de tout cela, mais je pense que les familles doivent être prises en main. C'est là que ça se situe. Si un enfant ne voit pas et ne consomme pas des produits dans sa famille, chez lui, il ne le mangera pas dans la restauration collective. D'accord? Ça, c'est absolument clair. Donc, il faut que nous soyons précis là-dessus. Les consommateurs doivent être absolument en liaison avec, bien entendu, les transformateurs et les producteurs. Mais c'est un triptyque qui doit tourner ensemble. Et n'oublions pas cela. Je pense que les familles guadeloupéennes doivent aussi être dedans. C'est ça que je devais rappeler. Et la restauration gastronomique extérieure, puisque je vais me permettre de citer l'exemple qui se passe dans le nord de la France avec la Fondation Hulot, par exemple. Ils ont signé une convention dans la région de Lille avec les 200 restaurants de l'agglomération pour pouvoir avoir une obligation d'avoir des produits locaux en circuit court dans les cartes de ces restaurants. Donc moi je suis étonné à certains moments d'entrer dans un restaurant en Guadeloupe où je demande de l'igname, on me dit qu'il n'y en a pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Bien, on a lancé la parole de la salle. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Sinon, puisque après, nous devons nous rafraîchir et cet après-midi, on a encore du boulot. Alors, y aurait-il quelqu'un qui voulait s'exprimer? La région, le département, l'usine. Ah, voilà, Madame Bock. Je vais pas être longue. Hein. Merci, Président. Merci pour cette invitation. Pour compléter, en tout cas, l'intervention de M. Deroussi, ce que je dois dire, c'est qu'en fait, la question de l'usine centrale, elle est systémique. Elle se construit avec la production. Donc ça, on l'a vu. Hein, on a travaillé depuis presque une décennie avec les producteurs. Et ils sont les porte-parole de leur capacité à produire et à approvisionner l'usine centrale. La question de la contractualisation est intégrée dans la délégation de services publics et nous sommes entre privé, donc la contractualisation avec les agriculteurs, il n'y a pas d'inquiétude à pouvoir acter un contrat et faire les choses pour consolider l'approvisionnement sur même plusieurs années. La question du marché, c'est la question centrale. Et là, il s'agit vraiment d'un courage. Monsieur le DGS l'a souligné. C'est vraiment une question de vision politique, ce qu'on veut pour nos populations, pour nos enfants demain. Et la question d'acceptation des produits, en changeant le système alimentaire et les habitudes alimentaires, se construit de façon systémique. C'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de dire, me semble-t-il, qu'on donne aux enfants ce qu'ils mangent. On construit la mutation, la réappropriation par de l'éducation alimentaire dans les écoles, par la connaissance de nos produits, par le changement des pratiques de production, c'est-à-dire avec le recueil de recettes, avec des formations auprès des cuisines, des caisses des écoles, etc. Avec l'éducation nationale dans les programmes. C'est vraiment une question qui se voit de façon transversale sur différents secteurs et qui s'inscrivent d'ailleurs dans les projets alimentaires dont on a parlé tout à l'heure là, puisque c'est comme ça que c'est vécu et c'est comme ça que a été inscrit le projet alimentaire du Nord Grande Terre au partage usine centrale.
Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une réunion très intéressante qui nous permet de consolider l'outil qui est central pour l'avenir de la Guadeloupe, et pas que celui du Nord-Grande-Terre, et qu'il va falloir effectivement travailler sur la construction des marchés publics d'approvisionnement des cuisines, pour qu'on puisse, entre techniciens en tout cas, créer des lots qui soient acceptables et où l'usine centrale pourra répondre, parce que l'usine centrale, étant un acteur privé, devra répondre à une commande publique. Voilà. Monsieur Dartron m'avait demandé la parole. Monsieur Dartron, et qui d'autre qui voudrait parler? Allez, vas-y. Oui, je pense que nous sommes tous habités par une grande motivation. Et d'ailleurs, la richesse, c'est que nous intervenons sur plusieurs angles. Et c'est vrai, M. Deris l'a dit, intervenant en tant que département, j'ai parlé des collèges, mais les collègues de la région, je les associe, les lycées, les écoles, et ce sera le point de départ. Et bien entendu, les familles. Le tout, c'est-à-dire comment se retrouver ensemble pour travailler, pour se concerter, pour échanger. Monsieur Tassius a parlé d'instruments d'autorégulation, comment il faut qu'on soit dans quelque chose de permanent et pas de ponctuel. C'est une première rencontre. Il est nécessaire de se retrouver autour, je ne dirais pas peut-être une instance, quelque chose, mais on a quelque chose à créer pour faire fonctionner en harmonie, en cohérence et que tout le monde soit concerné. J'ai bien compris que chacun ne fera pas de son côté, ou il ira pas. Je prends par exemple le problème du foncier. Le département a un gros travail à faire de redistribution, de s'assurer que les terres sont fonctionnelles. Mais pour ça, il faut qu'on se rapproche des maires, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on fasse des bilans. Donc il faut qu'on arrive à mettre en place une instance. Moi, je ne manquerai pas de dire au président Losbar, parce que je le représente là aujourd'hui, le plus vite possible de se rencontrer, partager le problème du foncier avec les maires, les associer pour que ça soit le plus efficace, mais aussi parallèlement, comment se soucier que l'usine centrale, et j'ai bien aimé cette image de course cycliste, maintenant que nous sommes au pied du monde, mais comment franchir cette montagne ensemble? Je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver quelque chose de permanent, une instance permanente, à qui va le faire en premier, qui va solliciter ça, mais je ne manquerai pas de proposer au département de pouvoir créer cette instance permanente pour permettre que ce triptyque, producteur, transformation, consommateur, nous soyons en harmonie là-dessus. Alors, tout ça répond à une chose que j'ai dit en préambule. Chacun veut faire de son côté, mais quand je tombe, je vois quelqu'un tomber, j'appelle les pompiers. Et les pompiers vont appeler le médecin. Si chacun pouvait, par rapport à ses attributs, rester à sa place et solliciter quand il le faut, eh bien, je pense qu'on avancerait. Et c'est ça bien d'autre mal. Je le dis aujourd'hui, parce que nous défendons les agriculteurs, quel que soit l'agriculteur. Et nous disons notre démarche, les politiques le disent aussi. Il ne faut que personne soit resté sur le bas-côté de la route, dans notre projection. Et c'est ça tout notre leitmotiv au niveau de la Chambre d'agriculture. Et c'est vrai, amis et chers collègues d'Artron, c'est notre démarche aujourd'hui, on est dans nos obligations de faire ça. Et si chacun le faisait de son côté par rapport à ses attributs, je pense que ce pays grandirait et avancerait à grands pas. Et c'est là notre problème. Je suis bien ravi que d'autres pensent comme moi. Voilà. Y aurait-il d'autres interventions? Non. L'Agroparc n'a pas parlé beaucoup. Son président a parlé. Sa directrice ne veut pas dire quelques mots. Je ne passe pas son micro pour moi. Merci de m'avoir donné la parole. Merci aussi pour cette invitation qui nous permet aussi de parler de l'Agroparc, qui est un équipement complémentaire avec l'usine centrale, avec qui on a régulièrement échangé. Donc moi, on ne va pas parler au niveau des cantines scolaires, puisque l'Agroparc est plus un équipement qui accueille et consolide le développement des entreprises en agrotransformation.
Je dirais que le lien est un peu, peut-être pas naturel, mais peut-être logique, dans la mesure où ce que l'usine centrale fournit peut servir de matière d'approvisionnement pour les entreprises. À l'Agroparc, il y a quand même un potentiel minimum de 23 entreprises, et ces entreprises auront forcément besoin de matières premières agricoles locales, puisque c'est l'obligation justement pour être hébergé à l'Agroparc. Mais justement, comme on s'adresse à des privés qui sont très soucieux de la maîtrise des coûts d'approvisionnement, le lien peut être logique dès lors où il y a une maîtrise des prix. Je suis désolée de le dire, mais là on parle du privé. Il y a une maîtrise des prix, il y a une régularité d'approvisionnement, et il est important pour nous justement de voir avec l'usine centrale les besoins de ces entrepreneurs de façon à pouvoir répondre à leurs obligations pour optimiser leur production. Donc oui, le lien peut se faire, et j'espère qu'il se fera conformément à nos précédents échanges. Donc très bien, la Guadeloupe est en marche, c'est bien. Madame Saint-Cyril de la région Guadeloupe. Bonjour à tous, merci pour l'initiative aujourd'hui. Juste souligner que du côté de la région Guadeloupe, le sujet de la souveraineté alimentaire qu'on associe effectivement à la souveraineté économique fait partie des axes majeurs en fait de la stratégie, avec trois grands axes votés en 2023 avec l'ensemble des socioprofessionnels. Le sujet de l'amélioration de la qualité, de la quantité et de la diversité de notre production. Et depuis les travaux qui ont été initiés par le ministère de l'Agriculture, on a fait le choix de travailler sur les projets structurants qui vont faire du lien avec tout le travail qui est fait, notamment avec l'usine centrale, le projet Ensemble, à savoir de travailler sur l'amont, notamment sur des filières préidentifiées telles que la production de semences, pour la production de patates douces, on a parlé de ça tout à l'heure, du vivrier, etc., de comment structurer notre production de semences et de plants sains en local. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on investit un peu avec les socioprofessionnels. Un sujet aussi sur l'aval, notamment au travers de la structuration des marchés de commercialisation. L'usine centrale, on va pas le citer, puisque voilà, c'est des sujets récurrents. L'Agroparc. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est des thématiques, des projets qui vont venir structurer l'ensemble des projets, des finalités en fait qu'on a tous. Le sujet aussi assurantiel, on en parlait tout à l'heure. Qui gère le risque, qui porte la notion du risque. Ça aussi, au travers de la filière canne, mais pas que. Cette notion-là nous a récemment, interpellé une fois de plus. Et enfin, le sujet de la main-d'œuvre agricole. Voilà, sans main-d'œuvre, pas d'agriculture. Et là aussi, on regarde comment mieux prévoir l'organisation des ouvriers en mettant en lumière, bien entendu, les conditions de travail et mieux structurer les ouvriers et le salariat agricole. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autre intervention, donc on va arrêter. Oui, il y a quelques. Allez-y. Oui, je voulais juste, avant, j'ai compris que la pause arrivait, juste avant que nous partions en pause, préciser deux petits points. Le premier, c'est que j'ai entendu parler du rôle des familles. Monsieur De Russy l'a dit, Monsieur Sapoti aussi l'a un peu dit, je crois. Donc je crois qu'il y a une chose importante à laquelle il faudrait penser, c'est quelles sont les politiques qui vont donc s'adresser aux familles et faire valoir la production locale. Qui va le faire? Qui va installer une certaine forme de propagande, mais sans terme péjoratif, que je le dis, envers les familles, pour faire valoir donc la production locale. Et ensuite, le deuxième point que je voulais préciser, parce que M. Sapoti il a dit qu'il fallait
regarder la réalité en face. Juste vous rappeler que manger n'est pas consommer. Vous rappelez que la nourriture que nous incorporons n'a rien à voir avec la voiture que nous achetons. Quand nous consommons un produit, en général, nous le jetons à la fin. Lorsque nous incorporons des aliments, ces aliments font partie de nous. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle depuis tout à l'heure du système alimentaire et qu'on a parlé de la question des prix, etc., il faut bien comprendre que nous ne sommes pas en train de chercher à acheter la voiture la moins chère. Ce n'est pas du tout cela que nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui. Voilà, merci. Écoutez, d'accord, on va mettre une pause. Je pense que il y a des gens qui ont faim, comme moi-même. Et on va recommencer cet après-midi. Donc, le directeur, vous voulez dire quelque chose sur le comité de pilotage, je vois. Non, je disais simplement que j'ai entendu certains de nos convives parler d'une instance de pilotage. Et mais en tant que chambre, je faisais savoir que nous, on peut faire aussi. Voilà. On va donc lever la séance ce matin. On va se rendre en base, ça, directeur. Et après, on va reprendre vers 15 heures. C'est ça, on reprend à 15 heures avec Ensemble et avec les structures professionnelles de l'élevage. Parfait. En tout cas, merci pour votre attention pour ce matin.